Dites-moi, si vous possédiez une machine à remonter le temps, que feriez-vous de différent pour changer votre passé? Pour ma part, je sais ce que je ferai. Je reviendrai 14 années en arrière pour me souffler les conseils que je m'apprête à vous donner dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Alors ici à gauche, voici le physique ingrat que j'avais avant de commencer la musculation en 2004 et ici à droite, le physique que j'ai aujourd'hui. Et oui les amis, vous avez certainement fait le calcul, entre ces deux photos, 14 années se sont écoulées. Oui, 14 longues années de succès et d'échecs, d'errance et de découvertes, mais aussi et surtout d'essais et d'erreurs, erreurs. Et vous savez quoi? Ce qui me pèse parfois aujourd'hui, c'est de me dire que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui en matière d'entraînement en musculation, il m'aurait certainement fallu 2 fois moins de temps et surtout de galère pour accomplir ma transformation physique. Car c'est sûr et certain les amis que j'en ai commis un gros paquet d'erreurs quand j'ai commencé la musculation en 2004. Et il est clair et net que ces erreurs m'ont empêché de progresser à la vitesse à laquelle j'aurais pu progresser si je l'avais su. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les 7 erreurs les plus débiles que j'ai commises durant mes premières années de pratique de la musculation afin de vous éviter à votre tour de les commettre si vous voulez optimiser vos gains musculaires et accélérer votre transformation physique. Erreur numéro 7. Changer trop souvent de programme d'entraînement. Alors la première grosse erreur que j'ai commise durant bon nombre d'années, c'est de changer trop souvent de programme d'entraînement. Durant mes 6-7 premières années de pratique de la musculation, je changeais en effet de programme d'entraînement toutes les 4 à 6 semaines environ. D'une full body à une split, d'une split à une routine push-pull, d'une routine push-pull à une routine haut du corps, bas du corps, etc. etc. Bref, j'étais une véritable girouette, incapable de me fixer un cap et de m'y tenir. Il faut dire que je n'étais pas du tout aidé en cela par mes lectures dans les magazines de fitness, car dans ces magazines, on nous disait, comme on le dit toujours d'ailleurs, que pour stimuler la croissance musculaire, il est très important de changer régulièrement de programme d'entraînement, toutes les 6 à 12 semaines environ, afin de choquer les muscles et de créer une confusion musculaire. Aujourd'hui, je sais que tout ceci n'est que de la pure connerie, et de la pure connerie savamment élaborée par les magazines de fitness dans le but de se vendre. Car rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur les 10 commandements de la croissance musculaire. Alors, pour faire grossir vos muscles, vous devez les surcharger progressivement. Ce qui signifie que vous devez augmenter petit à petit la tension mécanique et le stress métabolique auquel ils sont soumis durant vos séances. Vos muscles s'en foutent en effet de savoir qu'ils viennent d'effectuer l'exercice A ou l'exercice B, ou l'entraînement A ou l'entraînement B. Ils savent juste qu'une tension mécanique et ou qu'un stress métabolique a été appliqué sur eux durant votre séance. Et tant que cette tension augmente, en augmentant notamment les charges avec lesquelles vous travaillez, ou le nombre de répétitions que vous faites, ou le nombre de séries que vous faites, ils y réagissent favorablement en effectuant les adaptations nécessaires, c'est-à-dire en grossissant et ou en devenant plus fort. Vous n'avez donc pas besoin de changer systématiquement de programme toutes les 4, 6, 8 ou 12 semaines si vous voulez continuer d'avoir des résultats en musculation. Car tant que le programme d'entraînement que vous suivez produit des résultats, pourquoi vouloir en changer? Erreur numéro 6. Pratiquer des exercices qui ne sont pas adaptés à mes circonstances personnelles. Cette deuxième erreur m'a coûté cher. Après quelques années de pratique de la musculation, j'étais en effet assez insatisfait par les résultats que j'avais réussi à obtenir, notamment au niveau des pecs et des bras. Étant à la recherche de plus de résultats, j'ai commencé à chercher dans les quelques revues scientifiques qui existaient alors, quels seraient les exercices les plus efficaces pour m'aider à développer ces 2 groupes musculaires à la traîne chez moi. J'ai alors découvert que certains exercices, comme le skull crusher ou les dips, étaient particulièrement efficaces pour bâtir les triceps. Et effectivement, ils le sont. J'ai donc commencé à les intégrer à mon programme d'entraînement et à les effectuer plusieurs fois par semaine, et même à des niveaux d'intensité assez élevés. Si bien qu'au bout d'1 année et demie de pratique, j'ai commencé à avoir de graves douleurs au niveau des coudes et de l'épaule gauche. Il m'a fallu ensuite bon nombre d'années pour comprendre que mes douleurs étaient entretenues et aggravées par la pratique de ces 2 exercices, et notamment du skull crusher. Il m'a donc fallu bon nombre d'années à endurer ces douleurs évitables pour faire moins de dips et bannir le skull crusher de mon programme. Mon cas est anecdotique, mais mon expérience en tant qu'entraîneur personnel me confirme ce que je m'apprête à vous dire. Ce n'est pas parce que la science ou parce que l'expert Tartampion vous dit que l'exercice X ou que le programme d'entraînement Y est le meilleur de la Terre entière que cela signifie qu'il est le meilleur et le seul moyen pour vous d'atteindre vos objectifs. Car nous possédons tous des circonstances personnelles différentes les uns des autres. Entre autres,
1. Nous ne possédons pas la même morpho-anatomie. Certains ont des os plus courts, d'autres des os plus longs. Certains ont un buste court et des jambes longues, d'autres un buste long et des jambes courtes, etc., etc. Par conséquent, un exercice comme le développé nuque, qui me convient très bien parce que j'ai des clavicules larges et des épaules souples, peut ne pas du tout vous convenir car vous manquez de flexibilité au niveau des épaules et possédez des clavicules courtes. De 2, notre passif en termes de blessures n'est pas le même. Par exemple, nous savons tous que le squat est un excellent exercice pour développer les quadriceps, le fessier et la puissance des jambes. Ce faisant, puisque je me suis blessé au genou il y a 10 ans et que j'ai parfois des douleurs au bas du dos, je dois éviter de le faire trop souvent et trop lourd car cela accentue mes douleurs à ce niveau-là. Bien qu'il soit le roi des exercices, je dois donc souvent l'éviter ou en adapter l'exécution pour tenir compte de mes contraintes structurelles. De 3, pour finir, nous n'en sommes pas au même stade de notre carrière d'entraînement. Certains exercices qui me convenaient et m'ont aidé à progresser quand j'avais 20 ans ne me conviennent plus aujourd'hui à 34 ans, car le temps et les aléas de la vie ont fait leur œuvre. En définitive, n'ayez pas une approche psychorigide en musculation, car ce n'est pas parce qu'un exercice est ou a la réputation d'être meilleur que les autres que cela signifie que vous devez vous forcer à le faire lorsque vous constatez que juste après l'avoir exécuté, vous en payez le prix. Écoutez votre corps et adaptez-vous, car comme le dit l'adage, dans la vie, mieux vaut parfois plier que rompre. Erreur numéro 5. Faire trop d'exercices d'isolation au détriment des exercices polyarticulaires. Êtes-vous de ceux qui font 80% d'efforts pour 20% de résultats ou de ceux qui font 20% d'efforts pour 80% de résultats? Ce principe du 80-20, c'est la fameuse loi de Pareto. La première fois que j'ai entendu parler de cette loi, j'étais en cours et ça a fait tilt dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, mais voilà un super concept à appliquer à la musculation. Est-ce que je veux continuer bêtement à faire 80% d'efforts pour 20% de résultats ou suis-je prêt à changer mon approche et à en faire moins, mais mieux pour obtenir plus? Cette réflexion, pourtant banale, a été un véritable tournant dans ma façon de m'entraîner. Car à partir de là, j'ai commencé à réellement me renseigner sur les bonnes méthodes d'entraînement en musculation. Et c'est donc là que j'ai appris qu'il existe en musculation des exercices dont le retour sur investissement est supérieur et même largement supérieur à d'autres. Des exercices qui, pour schématiser, apportent 80% de résultats pour 20% d'efforts. Et ces exercices, ce sont les exercices dits polyarticulaires, autrement dit les exercices composés. J'en parle plus en détail dans ma dernière vidéo sur les 10 commandements de la croissance musculaire, donc je vous invite à y faire un tour si vous voulez savoir desquels il s'agit. Le plus important pour moi ici est que vous évitiez de commettre cette erreur que j'ai commise durant bon nombre d'années et que je vois bon nombre de newbies commettre dans les salles, qui consiste à accorder une place trop importante aux exercices d'isolation dans leurs séances au détriment des exercices comme le squat, le développé couché, le deadlift, etc. etc. Car si aucune contrainte morpho-anatomique ne vous empêche de faire ces exercices, alors vous avez tout intérêt à leur accorder la priorité au sein de vos séances. Idéalement, les exercices polyarticulaires ou composés devraient représenter les 2/3 du volume de vos séances, tandis que les exercices d'isolation devraient en représenter le tiers restant. Erreur numéro 4. Trop me concentrer sur les charges au lieu de la qualité d'exécution des mouvements. Je ne m'entraînais pas qu'à l'instinct quand j'ai commencé la musculation, je m'entraînais également à l'ego, ce qui était une autre grosse erreur. Comme bon nombre de bambis à la salle, je m'entraînais pour me prouver quelque chose à moi-même ou pour prouver quelque chose aux autres. Plutôt que de m'entraîner intelligemment pour progresser en me concentrant sur moi-même, je cherchais constamment à me prouver que j'étais capable d'en faire plus que la veille ou de pousser plus lourd que le voisin sur le banc d'en face. La qualité d'exécution des mouvements, rien à péter. Tant que je poussais lourd et longtemps, j'étais satisfait de moi et je pouvais rentrer tranquillement à la maison. Bien entendu, c'était une grosse erreur, car la qualité d'exécution des mouvements que vous effectuez est un facteur de croissance musculaire presque aussi important que les charges avec lesquelles vous travaillez. Autrement dit, en musculation, il vaut mieux que vous travaillez moins lourd mais avec des charges que vous contrôlez, que vous travaillez avec des charges maximales que vous ne contrôlez pas. Il est d'ailleurs complètement faux de penser que de travailler avec des charges légères est nécessairement facile, car essayez un peu d'effectuer des extensions de mollets en tempo 2-3-4-2 ou de ralentir la phase excentrique de votre action et de descendre jusqu'en bas. Vous verrez que vous pleurerez misère au bout de quelques répétitions seulement. Donc en résumé, travaillez moins lourd mais effectuez mieux vos mouvements, et si vous cherchez à intensifier vos exercices, ne pensez pas qu'à augmenter les charges avec lesquelles vous travaillez, mais aussi à jouer sur l'amplitude de vos mouvements,
leur tempo d'exécution et ou les temps de récupération que vous allouez entre vos séries. Erreur numéro 3. M'entraîner 2 heures et plus par jour presque tous les jours et négliger ma récupération. Alors là, on aborde mes 3 plus grosses erreurs, le top 3 de mes boulettes les plus débiles favorites. Alors la première de ces 3 grosses boulettes, ça a été de m'entraîner comme un damné durant mes 6-7 premières années de musculation. Pour vous dire, entre 19 et 26-27 ans, je m'entraînais au moins 2 heures par jour, presque tous les jours de la semaine, ce à quoi s'ajoutait la pratique quotidienne d'1 heure et demie minimum de basketball. Certains d'entre vous considéreront que ce volume d'entraînement est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Mais c'est une grave erreur de penser qu'en tant que pratiquant naturel de musculation, vous pouvez encaisser un tel volume d'entraînement et continuer à progresser. Au contraire, ce que je constatais pour ma part, c'est que plus je m'entraînais, plus je régressais, notamment en basket, mais aussi sur le plan musculaire, mes bras et mes mollets s'atrophiant au lieu d'hypertrophier. L'immense paradoxe de mon parcours en musculation, c'est que j'ai réellement pris une autre dimension, si l'on peut le dire ainsi, sur le plan physique, le jour où j'ai commencé à moins m'entraîner. Pas plus, mais moins. Le jour où j'ai réellement saisi l'importance capitale de la récupération en musculation et en sport de façon générale, surtout pour un athlète naturel amateur comme moi qui n'a jamais consommé de produits dopants, je pense que j'ai réellement réussi à franchir un cap sur le plan de mon physique et de mes performances. J'en suis d'ailleurs arrivé aujourd'hui à la conclusion que la progression en musculation et en sport de façon générale dépend à peu près à 60% de ce que vous faites à la salle, c'est-à-dire de comment vous vous entraînez, et à 40% de ce que vous faites en dehors de la salle, c'est-à-dire de comment vous récupérez, ce qui pour des athlètes naturels amateurs comme vous, je suppose, inclut principalement ce que, combien et comment vous mangez et dormez. Concrètement, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si vous ne consommez pas de produits dopants, je vous recommande vivement de vous limiter à un maximum de 5 séances de musculation par semaine. Et vos séances ne doivent pas excéder 90 minutes à tout péter. Car il est en effet démontré qu'au-delà de 60 minutes d'entraînement, votre corps commence à libérer des taux massifs de cortisol, ce qui précipite le catabolisme musculaire et va donc venir ralentir votre perte de gras et vos gains musculaires. Si cela vous semble contre-intuitif, c'est que comme je l'ai fait avant vous, vous devez vous débarrasser de ces 2 croyances limitatives qui vous font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. À savoir d'un, que croire que plus en faire en musculation, c'est nécessairement mieux. C'est faux. Ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus, mais celui qui s'entraîne le mieux qui obtient les meilleurs résultats. Et ceci est particulièrement vrai pour les natis qui, contrairement aux mecs chargés, doivent vraiment faire attention aux détails. Donc, travaillez intelligemment, mais ne travaillez pas stupidement dur juste pour vous prouver quelque chose ou pour épater la galerie. De 2, que croire que les résultats en musculation arrivent rapidement. C'est archi faux. Gagner de la masse musculaire est un processus qui prend du temps et même énormément de temps. On parle d'années là et même d'une dizaine d'années. C'est pourquoi il ne sert à rien de changer de programme toutes les 4, 6, 8 ou 12 semaines si celui que vous suivez n'a pas produit de résultats au bout de 15 jours ou 1 mois. Transformer votre physique est un long processus qui s'apparente bien plus à un marathon qu'à un sprint. Pensez donc long terme plutôt que court terme et vous verrez que vous rencontrerez moins de difficultés. Erreur numéro 2. Me fier aux conseils des gars sur la seule base de leur apparence physique. Alors ne vous y méprenez pas. Juger la légitimité et la crédibilité d'un type sur la base de son physique est logique et même tout à fait pertinent. Je suis d'ailleurs le premier à dire qu'en tant qu'entraîneur et soi-disant influenceur en fitness, le physique que l'on a est la première carte de visite que l'on présente aux personnes qui nous écoutent et nous suivent. On se doit donc de vous présenter le physique de l'emploi car je me verrais franchement mal écouter un gringalet me donner des conseils pour prendre de la masse ou un gars bedonnant me dire comment bien mener une sèche. Cela dit, ne faites pas non plus l'erreur monumentale, comme moi, de croire que parce qu'un type est musclé, il sait nécessairement de quoi il parle. Car avec le recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux vous dire que j'en ai croisé un paquet des types au physique impressionnants qui m'ont pourtant incroyablement mal aiguillé. Ce sont entre autres ces types qui m'ont inculqué tous ces mythes totalement faux auxquels vous croyez peut-être encore aujourd'hui, à savoir que l'on peut perdre de la graisse à des endroits spécifiques du corps en faisant des exercices spécifiques qui ciblent ces zones. C'est faux. De 2, que pour avoir une belle tablette de chocolat, il faut faire plein d'abdos et encore plus d'abdos. C'est faux. De 3, que plus l'on gagne de masse musculaire, plus l'on devient fort, même si dans une certaine mesure c'est vrai, dans une autre mesure c'est faux. De 4, que s'entraîner avec des charges légères travaille la définition musculaire, tandis que s'entraîner avec des charges lourdes travaille le volume musculaire. C'est faux.
De 5, qu'il ne faut pas faire joujou avec King Kong ou je ne sais pas comment vous l'appelez avant le sport car cela ferait perdre de la force et couperait les jambes. À vrai dire, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement faux celui-là. Bref, même si le physique de la personne que vous suivez sur YouTube, Facebook, Instagram ou autre est un critère important, ce n'est ni le seul, ni le plus important pour évaluer la crédibilité et la pertinence des conseils qu'il ou elle vous donne. Car si vous êtes nati, il existe des culturistes hyper massifs qui peuvent vraiment vous donner des conseils de merde pour prendre de la masse musculaire et inversement des influenceurs ou entraîneurs au physique moins spectaculaire mais qui savent comment vous orienter et qui sauront très efficacement vous amener d'un point A à un point B. Erreur numéro 1. Me comparer aux culturistes et aux modèles de fitness. Roulement de tambour, please. Voici ma all-time biggest bullet, le top de la trabacologie de mes au moins 10 premières années de pratique de la musculation. Et cette erreur, vous venez de lire dans la diapositive, c'est de m'être comparé pendant trop d'années aux culturistes et aux modèles de fitness. Car dans une écrasante majorité, ces mecs, et ceux qu'ils soient pros comme amateurs d'ailleurs, sont chargés. Ils tournent à la vitamine S comme dans stéroïdes et sont soit sous Xanava, soit sous clenbuterol, soit sous Anadrol, Dianabol, Winstrol, Andy Warhol. Bref, ils ne tournent pas au kérosène normal comme vous et moi, mais aux super versions super améliorées. Et pourquoi est-ce une très mauvaise idée de vous comparer à eux si vous êtes naturel ? Tout simplement parce que ces substances illicites qu'ils consomment décuplent leur capacité physique et en l'espèce leur capacité à prendre de la masse musculaire ainsi que leur tolérance à l'effort. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le cadre d'une étude publiée dans le prestigieux The New England Journal of Medicine, des sujets qui ont consommé un stéroïde anabolisant durant 10 semaines sans faire de musculation ont gagné 2 fois plus de masse musculaire que les sujets qui n'ont pas pris ce stéroïde mais qui ont pourtant fait de la musculation 3 fois par semaine durant ce même laps de temps. Le souci, c'est que lorsque l'on est naïf comme je l'ai été, on croit à tort que c'est grâce à leur volonté de faire et au suivi d'une diète hyper rigoureuse et d'un programme d'entraînement incroyablement bien agencé que les culturistes et les modèles de fitness obtiennent le physique hors du commun qu'ils possèdent. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il est absolument naïf et grave de sous-estimer l'impact majeur que les stéroïdes anabolisants jouent sur le développement extraordinaire de leur masse musculaire. Si vous êtes naturel et que vous ne consommez donc pas de produits dopants, vous ne devez pas vous comparer aux culturistes et aux modèles de fitness car vous pouvez suivre un programme d'entraînement 100% parfait, avoir une diète 100% parfaite et suivre un protocole de supplément et de récupération 100% parfait. Vous progresserez quoi qu'il en soit 2 à 3 fois moins vite qu'un mec qui se charge et fait ce que vous faites seulement à 50%. Ceci étant dit, gardez-vous de penser que je vous dis tout ceci pour vous faire perdre espoir. Au contraire, j'estime qu'il y a beaucoup plus de risques que vous décrochiez de votre programme d'entraînement ou que vous passiez même du côté obscur de la force si vous avez aujourd'hui des attentes irréalistes vis-à-vis de votre capacité à gagner de la masse musculaire de façon naturelle et de la vitesse à laquelle vous pouvez transformer votre physique. Bien entendu, il n'y a aucun mal à vous inspirer des modèles de fitness et des culturistes, car certains comme Arnold Schwarzenegger ou Steve Cook ou Ryan Terry sont de véritables sources d'inspiration et ont beaucoup de choses à mettre sur la table. En revanche, comparez votre tablette de chocolat à celle de Lazar Angelov ou votre programme d'entraînement à celui de Simeon Panda est une erreur et même une grave erreur si vous carburez uniquement à la créatine monohydrate et aux oméga 3. Ce n'est pas que ces types sont mieux que vous ou plus capables que vous, c'est simplement qu'ils ne vous disent pas toute la vérité en ce qui concerne leur physique et en l'espèce, ce qu'ils ont fait et pour certains continuent de faire en coulisses pour l'obtenir et le maintenir ainsi. Bref, les amis, on fait tous des erreurs dans la vie et j'espère que le fait d'avoir partagé les miennes vous évitera de les commettre à votre tour. Car après tout, ne dit-on pas que l'homme sage apprend de ses erreurs tandis que l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres ? Eh bien, je vous souhaite d'être encore plus sage que moi et d'avoir retiré quelque chose de l'expérience que je partage avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions et remarques, laissez-les moi en commentaire et je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible, bien sûr. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.